Avec Villemur, ce n'est pas du réchauffé. Ça va faire réagir, Karima. C'est une histoire. Tu sais, des fois, on lit les journaux, les gros titres, on clique, puis là, c'est des histoires abracadabrantes, puis là, on découvre assez rapidement que ça s'est passé dans le fin fond de Mississippi, dans un canton en Angleterre, puis là, on se dit, ah, OK, c'est un peu moins intéressant parce que c'est arrivé chez les autres. Mais là, c'est arrivé ici, au Québec. C'est l'histoire d'un couple, raconte-nous ça, là, qui a congelé un embryon. Ils formaient un couple, les deux personnes, le monsieur et la madame. Ils voulaient un autre enfant, ils en avaient déjà un. Et là, ils se sont séparés. Et là, la suite est fascinante. Oui, c'est ça. En fait, c'est toute une histoire. On va en parler tout à l'heure avec un spécialiste là, sur ces questions-là. En ce moment, il y a un homme qui poursuit, imagine-toi donc, un centre de fertilité. Pourquoi? Bien, parce que lui, il dit là, que la clinique ne s'est pas assurée de son consentement. Et finalement, son ex-conjointe a décidé, tu fais des procédures pour aller en fertilité, par exemple. Et là, ils avaient des embryons congelés. Ils avaient un enfant ensemble. Et là, le couple se sépare. Puis pas longtemps après, la femme décide, en fait, de ce qu'on comprend pour l'instant, là, on va élucider tout ça, quand ça se retrouve en procès et tout, il y a des enquêtes entourant tout ça. Mais lui, ce qu'il dit, donc, ils se sont séparés et là, son ex-conjointe se rend au centre de fertilité et elle falsifie, selon ses dires, sa signature de son consentement. Et elle se fait implanter un embryon qui avait été congelé. Elle a un enfant. Et là, lui apprend ça par la suite que son ex-conjointe est enceinte et il n'a pas donné son consentement. Et là, il dit, ben moi, j'ai des dommages psychologiques. C'est comme si on m'a forcé la donne, là, tu sais. Et le centre de fertilité ne s'est pas assuré, donc, que c'était véritablement ma signature. Et je me retrouve finalement avec un autre enfant et ce n'était pas prévu. Et là, il poursuit pour 1 million de dollars un médecin du centre de fertilité de Montréal. Fait que, tu sais, ça montre quand même tous ces enjeux éthiques. Quand il y a séparation, qu'est-ce que tu fais avec ça? Les fameux embryons congelés, est-ce que 2-3 ans plus tard, tu peux décider d'aller au centre de fertilité puis te faire implanter, pas informer ton ex-conjoint? Est-ce qu'il y a des balises assez solides là-dessus? Est-ce que les centres ne sont pas assez contrôlés? Est-ce qu'ils ne sont pas assez vigilants sur ces choses-là? Et puis lui, c'est ça, là, il dit vraiment, il y a des dommages personnels, moraux et psychologiques. Il dit qu'il vit avec de la détresse et de la colère d'avoir subi un choc. Et il dit, le plaignant a été placé dans la position de devenir le père d'un enfant conçu des suites d'une procédure à laquelle il n'a jamais consenti. Donc, on en parle ce matin, là, c'est dans la presse. Un embryon congelé aurait été utilisé à l'insu du père par son ex-conjointe. Il y a vraiment tous les détails de cette histoire, mais ça place un peu cette affaire-là. Moi, regarde, je sais pas que je veux lancer une brique dans la mort ou choquer en utilisant un gros mot. Moi, je considère que c'est pas loin d'un viol. C'est pas loin d'un viol, ça. Ben C'est-à-dire que l'homme... Non, mais attends une minute, là. Non, c'est une partie de son corps qui est exploitée sans son consentement. Excuse-moi, Rémi, mais ce terme-là, non. Là, je veux dire, là, on parle de deux affaires. Il y a l'affaire de consentement, mais là, tu parles d'un choc par rapport à un enfant. Si une femme avait un enfant sans son consentement, on appellerait ça comment? Non, là, c'est pas la même affaire. Ça serait quoi la réponse? Bien, premièrement... Ça serait viol, je pense. Premièrement, je pense que c'est un vrai enjeu. Ça, je suis d'accord que cette affaire-là, mais c'est comme une sorte de fraude. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de fraude. Puis c'est malaisant aussi parce que cet enfant-là existe maintenant. Donc là, il poursuit un centre de fertilité. L'enfant est là. Tu sais, ça pose quand même des questions sur cette reconnaissance-là de cet enfant. Je comprends, mais sur la question du mot que j'ai lancé, pourquoi c'est pas loin d'un viol? Pourquoi c'est pas loin d'un viol, carrément? Lui, il veut pas un enfant. Il veut pas un enfant, puis il est obligé de l'avoir parce qu'on a utilisé une partie de son corps sans son consentement. En tout cas, je parle pas de... C'est pas une agression sur ton corps. C'est pas une agression sexuelle sur ton corps, là. Tu sais, on parle de... On utilise une partie de son corps. Non, je dis pas que je suis d'accord avec le fait de cette affaire. Je suis d'accord que le concept de consentement est là, mais je ne suis pas d'accord sur le concept de viol. Là, tu parles d'une agression sexuelle sur une personne, une violation du corps. Peut-être que tu parles de quelque chose de symbolique, ça, je l'entends. C'est juste que moi, d'entendre ce mot-là dans ce contexte-là, c'est pas une agression sexuelle. Ensuite, il y a eu l'histoire du consentement. Lui, il a procédé à ses... les traitements de fertilité avec sa conjointe de l'époque. Ils ont fait ça ensemble, parfait. Il y a eu la congélation des embryons, parfait. Ensuite, il y a eu un problème à la suite de ça. Pourquoi il poursuit
le centre de fertilité, pourquoi il ne poursuit pas la mère? Ça, c'est une vraie question parce que le centre, eux, ils ont vu la signature, ils se sont dit, il y a son consentement. Ils n'ont pas violé le consentement parce qu'ils se sont dit, non, c'est correct, le gars a signé. Il y a eu des manques de vérification, manifestement. Lui, il dit qu'il n'a pas à manifester son consentement. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça que j'utilise le mot viol. C'est parce que, puis je dis pas loin non, de... je comprends dans ton point de vue symbolique. Puis effectivement, c'est pas une agression. C'est juste que pour moi, il y a quand même les mots veulent dire quelque chose aussi. Oui, mais si viol était utilisé... Tu as violé ton consentement, ça, oui. Ben mais là, c'est pas... Ben là, ça commence à être pas mal... Non, c'est pas la même chose. Un viol... On va parler avec Alain Roy. Lui, il connaît plus les mots que nous. Professeur titulaire de droit à l'Université de Montréal. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Belle discussion, bel échange. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je vais trop loin quand je dis pas loin d'un viol? Écoutez, la question du viol, on l'a clairement abordée dans le contexte de la réforme du droit de la famille. Mais peut-être avant d'y arriver, peut-être clarifier l'état du droit en matière de filiation, parce que cette poursuite-là en n'est pas une en contestation de filiation. On aurait pu s'attendre que, monsieur conteste la filiation avec l'enfant, lui résultant de la présomption de paternité, parce que ils sont mariés, ces personnes-là. Donc, quand on a un enfant et qu'on est marié, on est présumé père de l'enfant. C'est pas une procréation assistée au sens filial du terme, parce qu'il y a deux cadres juridiques en matière de filiation. Il y a le cadre régulier, qu'on appelle filiation par la reconnaissance ou par le sang, et il y a la procréation dite assistée. Dans la mesure où c'était une procréation assistée au sens filial, monsieur pourrait s'en sortir, pourrait contester sa filiation. Mais pour qu'on parle d'une procréation assistée, il faut que le sperme provienne d'un donneur. Et ici, il ne provient pas d'un donneur, le sperme. Les embryons ont été constitués avec le sperme de monsieur et les ovules de madame. Donc, on est dans le cadre régulier de la filiation. C'est comme s'il y avait eu relation sexuelle. Et dans ce contexte-là, c'est l'ADN qui détermine la filiation, sauf exception. Et il y a deux exceptions. La première, elle est nouvelle, c'est l'agression sexuelle. Donc, si un enfant est issu d'un viol, et ça c'est récent, ça n'existait pas avant la réforme, la dernière réforme, si un enfant est issu d'une relation sexuelle qui n'est pas consentie, un viol, alors là, l'enfant, la mère, au nom de l'enfant, peut contester la filiation du violeur. Parce qu'imaginez-vous que des violeurs ont réclamé la filiation, ce à quoi on ne pouvait pas s'attendre. Et donc, on s'est saisi de cet enjeu-là de manière à bloquer la volonté assez odieuse du violeur de réclamer cette filiation, malgré le fait qu'il y a ADN qui correspond. L'autre exception, elle existe depuis toujours, c'est ce qu'on appelle le verrou de filiation. Donc, si vous avez un enfant avec une femme et que vous n'êtes pas le père de cet enfant, vous n'êtes pas le géniteur, mais vous signez la déclaration de naissance, donc vous le reconnaissez comme votre enfant et vous vous comportez comme père pendant 2 ans, alors là, même si il n'y a pas d'ADN qui correspond, la filiation est bloquée. La filiation est carrément verrouillée. Alors ici, on n'est pas dans ces deux cas de figure. C'est pas un viol au sens d'une agression sexuelle, et là, je vais dans le même sens que votre collègue, là, que votre co-animatrice. Une agression sexuelle, là, c'est vraiment un viol, c'est vraiment le fait d'avoir agressé le corps d'une personne. Je comprends votre analogie, mais en droit de la filiation, elle n'est pas recevable. Et d'ailleurs, ça peut vous surprendre ou ça pourrait vous surprendre, mais imaginons un homme qui a une relation sexuelle avec une femme qui lui garantit qu'elle prend la pilule. Lui, il n'en veut pas d'enfant, et finalement, elle le piège, elle a un enfant. Il ne pourra pas contester la filiation. Parce que la base de la filiation, c'est l'ADN. Imaginez un cas où, monsieur et madame veulent un enfant, madame tombe enceinte et au moment de la naissance, monsieur se fait dire par madame, ben oui, évidemment, c'est ton enfant, monsieur a la conviction que c'est son enfant, madame n'a jamais commis l'adultère. Et donc, il signe sur la base de fausses représentations de madame. Ben, monsieur ne pourra pas s'en sortir non plus, là. Il ne pourra pas dire, moi, j'ai signé en étant convaincu sur la base des déclarations de madame que j'étais le père de cet enfant et finalement m'a trompé. Donc, en droit de la filiation, là, ce genre de manipulation-là ou de mensonge n'est pas déterminant. C'est la raison pour laquelle, ici, c'est pas une contestation de filiation, c'est une action en responsabilité civile. Donc, on poursuit la clinique de manière à compenser des dommages
que l'enfant incarne. Et c'est là que je suis pas sûr. En tout cas, c'est assez innovateur ou inusité. Là, il faudra que on réussisse à convaincre le tribunal que l'enfant incarne un dommage. Ouf, mais c'est lourd à porter. On peut imaginer dans quelques années pour cet enfant-là aussi. Bon, c'est un autre sujet, mais il y a quand même cette idée-là de se dire que finalement, il est considéré comme une espèce de fardeau et un poids, comme vous le mentionnez. C'est quand même troublant. Mais Alain Roy, je veux revenir aussi. Donc, lui, il poursuit le centre, mais le centre, tu sais, il y a cette signature-là de consentement. Est-ce qu'il y a des chances d'y arriver parce que le centre aurait dû faire plus de vérifications? Mais pourquoi il ne poursuit pas la mère, quelque part, en responsabilité? Il y a ça aussi. C'est une excellente question. Il y a sans doute un enjeu de solvabilité. Le médecin, la clinique sont clairement solvables. Hein? On poursuit pour 1 million. Est-ce que madame a des capacités financières qui pourrait rendre ce recours réaliste ou concrètement positif pour monsieur? Ça, c'est la première question. Est-ce que la Cour va considérer qu'il y a une faute du centre? Il n'y a pas de formalisme qui est imposé en cette matière. Parfois, le législateur impose un formalisme particulier pour justement resserrer les vérifications. Alors, il n'y a pas d'acte notarié ici qui est requis. Dans certains cas de figure, par exemple en matière hypothécaire, on exige un formalisme, donc un officier public, un notaire qui vérifie le consentement, qui s'assure de la réalité et de la validité du consentement. Ici, il n'y a pas d'exigence particulière. Est-ce que la Cour va dire, quand même, là, il aurait fallu que monsieur signe en présence de la clinique. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'est sûr que si la clinique est fautive, si la clinique est complice du stratagème de madame, là, il y a un sacré problème. Est-ce que la clinique aurait dû au moins demander une forme de corroboration, demander un contact avec monsieur, ne serait-ce que par voie électronique? Bon, alors ça sera à la Cour de déterminer si effectivement la clinique a agi de façon raisonnable. Maintenant, poursuivre madame, ça soulève un enjeu particulier qui, à ma connaissance, n'a pas encore été abordé en jurisprudence. Et ça revient à ce que je vous disais tantôt. Si elle a, attendez une minute, là, si elle a imité la signature de monsieur, là. Oui, on me dit, sur le plan de la responsabilité. Oui, sur le plan filial. Dans le cas, sur le plan filial. Oui, attendez, mais dans le cas qui nous concerne, c'est parce que monsieur, donc, s'est rendu compte qu'elle jouait dans son dos en allant dans sa voiture. Il est tombé sur un ticket de stationnement, puis avec c'était localisé tout proche de la clinique de fertilité. Il y avait des preuves avec des capsules qu'elle prenait, les fameux médicaments qu'il faut pour accélérer la fertilité. Il s'en est rendu compte comme ça. Ensuite, il a mené sa petite enquête. La clinique a dit, mais attendez, il y a votre signature ici. Là, il s'est rendu compte que la signature avait été copiée. On nous dit que ça arrive de plus en plus souvent. J'espère que c'est quand même pas exclu, là, la possibilité que madame soit dans le pétrin juridiquement. Votre réaction, elle est tout à fait légitime. Et cette réaction, mes étudiants l'ont à chaque année dans des cadres plus réguliers. Tantôt, je vous parlais de madame qui fait croire à monsieur qu'elle prend la pilule. Et finalement, elle la prend pas, elle a un enfant et monsieur, se retrouve avec une filiation alors que madame lui a clairement menti. La filiation est établie, ça, c'est incontestable ou pourra être établi. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de poursuite en responsabilité contre la mère dans des cas comme celui-là. Sauf que la question, elle est légitime. Est-ce que, effectivement, monsieur pourrait poursuivre madame pour lui avoir menti, pour lui avoir faussement déclaré qu'il était le père, ou dans un cas comme celui qu'on vient de voir, pour avoir imité sa signature? Je pense que c'est tout à fait légitime de soulever la question. Il y a une faute ici, une faute qui est claire. Maintenant, est-ce que l'enfant peut incarner un dommage? Puis là-dessus, je rejoins ce que disait madame, votre collègue. C'est sûr que c'est extrêmement délicat. Il y a un frère ou une sœur de cet enfant-là, à part ça, qui a été constitué
ou qui est issu d'un embryon auquel monsieur avait non seulement consenti à la création, mais au transfert. Alors, cet enfant-là a un frère ou une sœur dont la filiation n'est pas contestée et dont la création et le transfert n'est pas contesté non plus. Alors, imaginez-vous l'autre enfant, à l'âge de 7 ans, qui, lui, réalise cette histoire-là. Alors, il y a différents intérêts en cause, là. Mais si on se place du point de vue de l'enfant, c'est extrêmement délicat. Je comprends parfaitement que si on se place du point de vue de monsieur, c'est extrêmement délicat aussi, là. Je veux pas nier ou je veux pas amoindrir le fait qu'il y a un acte fautif et tout à fait répréhensible de madame. Absolument. Puis je vais revenir au terme de Rémi au départ quand il a dit c'est comme un viol. Pas loin d'un viol, j'ai dit. Pas loin. OK. Je veux juste revenir. Est-ce qu'il pourrait y avoir justement sur le concept de la filiation, est-ce que ça peut être une tentative de la part du plaignant de dire parce que ça dit, là, le plaignant a été placé dans la position de devenir père d'un enfant conçu des suites d'une procédure à laquelle il n'a jamais consenti. Donc là, il fait intervenir la notion du consentement, qu'il a perdu la décision fondamentale de reproduction affectant sa vie, son futur. Est-ce que quelque part, c'est une façon de faire reconnaître une forme de viol et par conséquent de ne pas avoir de se soustraire à sa filiation? Non, parce que dans l'état actuel du droit, le viol, comme je l'ai mentionné tantôt, l'agression sexuelle a un sens bien particulier. On n'est pas du tout là dans ce contexte-ci. Dans la mesure où on parle d'une filiation ordinaire, donc par opposition à une procréation assistée au sens filial du terme, pas au sens médical. C'est sûr qu'ici, les gens vont dire, il y a une procréation assistée, transfert d'embryon, mais au sens filial, assisté, c'est pas l'intervention médicale, c'est l'assistance d'un tiers qui fournit des gamètes. Ici, il n'y a pas de tiers qui fournit ces gamètes. C'est monsieur, c'est madame. Donc, la volonté dans un cas comme celui-là, elle n'est pas déterminante. Elle est déterminante dans un cas de procréation assistée au sens filial. Donc, si vous, par exemple, monsieur, vous allez en clinique de fertilité avec madame, votre sperme n'est pas fonctionnel, donc on constitue un embryon à même le sperme d'un donneur externe, un donneur anonyme. Là, la volonté est déterminante. Alors, si ça avait été le cas, le monsieur aurait pu contester la filiation en disant « Moi, j'ai jamais consenti au transfert d'embryon ». Alors là, ça aurait été déterminant. Merci beaucoup, Alain Roy. Ça a fait beaucoup, faut qu'on se laisse, là, mais ça a fait beaucoup réagir dans la messagerie texte. Puis honnêtement, c'est des deux côtés. Là. Je ne sais pas qui l'emporte, là, s'il y a vraiment un combat entre les deux camps, mais je pense que ça vient toucher des valeurs profondes du monde. Puis c'est de déterminer, bref, qui a menti puis qui est dans le tort. Merci beaucoup, Alain Roy, professeur titulaire de droit à l'Université de Montréal.